Je me souviens encore du bruit sec du couteau entrant dans sa chair. Ce son mat. Presque étouffé. Comme un soupir trop longtemps retenu. Et puis le sang. Chaud. Abondant. Qui a ruisselé sur mes mains tandis que je restais là. Figé. Incapable de crier. On dira que c'est moi qui l'ai tué. On le dira parce que je l'ai laissé dire. Parce que j'ai choisi le silence quand j'aurais pu hurler la vérité. Ma sœur. Élise. Celle que j'avais protégée depuis l'enfance. Celle pour qui j'avais menti. Volé. Saigné. M'a regardé droit dans les yeux ce soir-là et a murmuré « Merci. Camille. Tu es la seule à pouvoir porter ça pour moi. » Paris. Ce soir d'octobre 2018. Sentait la pluie froide et le bitume mouillé. J'étais rentré tard de la fac de droit à Assas. Épuisé par une journée de cours et de petits boulots. Notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, hérité de nos parents disparus, était plongé dans une pénombre étrange. Les lumières du salon étaient éteintes. Seule la cuisine diffusait une lueur jaunâtre. J'ai trouvé Antoine étendu sur le carrelage. Une tache sombre s'élargissant sous son dos. Élise était accroupie près de lui. Le couteau encore à la main. Le visage blême mais les yeux secs. Pas une larme. Juste une détermination glaciale que je ne lui connaissais pas. Il allait tout révéler. Camille. Les détournements. Les faux. Tout. Il voulait nous détruire. Antoine était son fiancé. Un avocat brillant du cabinet où elle travaillait comme assistante juridique. Moi. J'étais l'étudiante modèle. La grande sœur sérieuse qui payait les factures quand Élise dépensait trop. Je ne savais rien des magouilles financières dans lesquelles elle s'était embarquée pour maintenir notre train de vie après la mort de papa et maman. Je suis tombé à genoux. Le couteau a glissé de ses doigts dans les miens comme par accident, ou peut-être pas. Elle a pris mon visage entre ses mains tremblantes. Tu es plus forte que moi. Tu as toujours été la forte. Si c'est moi, je ne survivrai pas à la prison. Toi, tu tiendras. Et puis tu sais te taire. C'était cela. La trahison profonde, pas seulement le crime. Mais le calcul froid derrière son regard. Elle connaissait ma faille. Depuis l'accident de voiture qui avait emporté nos parents, j'avais développé cette manie de protéger Élise à tout prix. De porter ses erreurs comme un manteau trop lourd. Elle le savait. Elle en jouait depuis des années. Les sirènes ont hurlé au loin. Quelqu'un avait dû entendre les cris, les siens. Sans doute. Pour faire croire à une dispute. Elle m'a embrassé sur le front. Comme une mère absout son enfant. Je t'aime. Grande sœur. N'oublie jamais ça. Puis elle a disparu dans la nuit parisienne avant que la police n'arrive. Quand les agents ont enfoncé la porte. J'étais toujours là. Le couteau à la main. Le sang sur mes vêtements. J'ai murmuré, c'est moi. Sans hésiter. Parce que l'idée qu'Élise, ma petite sœur fragile, passe sa vie en cage m'était insupportable. Les menottes ont cliqué. Froideur du métal. Flash des photographes devant l'immeuble. Titre dans le Figaro le lendemain, drame passionnel dans le 7e, une étudiante en droit tue l'amant de sa sœur. Personne n'a cru à la version d'Élise quand elle est réapparue 2 jours plus tard. En larmes. Prétendant qu'Antoine l'avait agressée et que j'étais intervenu pour la défendre. Trop tard. J'avais déjà signé des aveux complets. Le procès a été rapide. Preuves accablantes. Motif, jalousie. Disait-il. Parce qu'Antoine m'avait autrefois fait des avances que j'avais repoussées. Mensonge qu'Élise avait distillé subtilement aux enquêteurs. Condamnation, 15 ans. J'ai été transféré à la prison de Fresnes. Les portes se sont refermées avec un bruit définitif. Et c'est là, dans le froid des cellules, que la haine a commencé à pousser. Lentement. Silencieusement. Les premières années en prison furent un long apprentissage de la patience. Je n'étais plus Camille la studieuse. Mais le matricule 4782. Les gardiens m'appelaient l'avocate, avec un sourire ironique. Parce que j'avais plaidé ma propre culpabilité avec une éloquence qui les avait impressionnés. Élise venait me voir tous les mois. Toujours impeccable, tailleur Chanel. Cheveux lissés. Parfum coûteux qui flottait dans le parloir comme une provocation. Elle pleurait juste assez pour que les surveillants la prennent en pitié. Je prie pour toi tous les soirs. Camille. Je ne vis plus depuis ce jour. Je hochais la tête. Je souriais même. Parce que la haine, pour être efficace, doit rester cachée. Elle avait hérité de tout, l'appartement, les comptes offshore que j'ignorais, la vie dorée. Elle s'était mariée 6 mois après mon incarcération avec Marc, un notaire de Neuilly, veuf riche et crédule. Ils avaient acheté une maison à Versailles.
Elle postait des photos sur Instagram, dîner aux chandelles. Voyage à Saint-Barth. Légende, la vie continue. Malgré le manque immense de ma sœur. Les codétenus me montraient parfois ses posts sur leur téléphone clandestin. Elle riait. Ta sœur. Elle pleure pas beaucoup. Hein? Je haussais les épaules. Mais chaque image était une aiguille plantée plus profondément. J'ai commencé à écrire. Des lettres que je n'envoyais jamais. Des pages et des pages où je déversais la rage. Puis j'ai arrêté. L'écriture rend vulnérable. J'ai appris à penser sans laisser de traces. Un jour, une nouvelle détenue est arrivée, Sophie. Ancienne journaliste d'investigation condamnée pour diffamation. Elle avait perdu son poste au Monde après avoir trop approché un scandale politique. Elle m'a reconnu. Camille Delacroix, votre affaire, sentait le coup monter à planer. Je l'ai regardée longuement. Pour la première fois depuis des années. J'ai parlé. Pas tout. Mais assez. Elle a écouté. Puis elle a dit, si un jour tu sors, je t'aiderai à fouiller. J'ai souri. Le mot « si » était déjà un espoir. En 2023, après 5 ans de bonne conduite et une loi sur l'encombrement carcéral, ma demande de liberté conditionnelle a été acceptée. Élise a témoigné en ma faveur. Larmes aux yeux devant la juge, ma sœur a payé pour un moment d'égarement. Elle mérite une seconde chance. La juge a acquiescé. J'ai signé les papiers. Bracelet électronique. Interdiction de contacter certaines personnes, dont Marc. Ironiquement. Quand je suis sorti sous le ciel gris de Fresnes, l'air m'a semblé trop grand. Trop libre. Élise m'attendait devant les grilles dans sa nouvelle Mercedes. Elle a ouvert les bras. Bienvenue à la maison. Grande sœur. Je l'ai laissé m'enlacer. Son parfum était le même. J'ai fermé les yeux et respiré la trahison. L'appartement du 7e avait été entièrement refait. Plus de traces du drame. Parquet neuf. Murs repeints en blanc cassé. Meubles scandinaves. Élise avait effacé le sang comme on efface une tache gênante. J'ai tout changé pour que tu puisses repartir de zéro. A-t-elle dit avec un sourire éclatant. Marc était là. Poli. Distant. Il m'a serré la main comme on serre celle d'une ancienne connaissance dangereuse. Leurs 2 enfants, des jumeaux de 3 ans, jouaient dans le salon. Je les ai regardés. Innocents. Fragiles. Le premier soir, Élise a préparé un dîner aux chandelles. Champagne. Elle a porté un toast. À la famille réunie. À la résilience. J'ai bu. Le champagne avait un goût amer. Les semaines suivantes, j'ai repris une vie en surface normale. Petit boulot dans une bibliothèque juridique, suivi du bracelet électronique. Séance chez la psychologue judiciaire. Élise jouait la sœur parfaite, elle payait mes courses. M'invitait à Versailles le week-end. Postait des photos de nous sur Instagram avec des légendes émouvantes. Mais la nuit, quand tout le monde dormait, je fouillais. J'ai retrouvé les anciens disques durs dans une boîte au grenier. Des dossiers cryptés. Sophie, ma codétenue journaliste, m'avait appris les bases du hacking en prison. J'ai passé des nuits à craquer les mots de passe. Ce que j'ai découvert m'a glacé. Antoine n'était pas seulement au courant des détournements d'Élise. Il avait des preuves qu'elle avait falsifié la signature de papa sur des documents juste avant l'accident. L'accident qui n'en était peut-être pas un. Les freins avaient été sabotés. Rapport d'expertise enterré grâce à un policier corrompu. Et l'argent détourné servait à payer ce policier depuis des années. Élise n'avait pas tué Antoine pour l'empêcher de parler des fraudes récentes. Elle l'avait tué parce qu'il avait découvert la vérité sur la mort de nos parents. Et qu'il menaçait de tout révéler à la police. J'étais en prison pour un parricide indirect commis par ma propre sœur. La haine, qui couvait depuis 5 ans, est devenue un brasier. Mais je n'ai rien montré. J'ai continué à sourire. À jouer la sœur repentie. Le plan a pris forme lentement. Comme une toile d'araignée tissée dans l'ombre. J'ai recontacté Sophie en secret. Elle travaillait désormais comme indépendante. Spécialisée dans les enquêtes sensibles. Je lui ai tout envoyé par message crypté. Elle a confirmé, les preuves étaient solides. Mais insuffisantes pour ouvrir l'affaire sans nouveau élément. Il me fallait un levier. Quelque chose qui force Élise à s'effondrer publiquement. Marc. Le mari parfait. Riche. Influent. Il ignorait tout. Si je lui révélais la vérité, il pourrait détruire Élise socialement et financièrement. Mais il pourrait aussi me protéger. J'ai commencé à le séduire. Pas charnellement, je n'aurais pas pu, mais intellectuellement. Conversation tardive quand Élise s'endormait.
Je lui parlais de droit, de justice, de secrets de famille. Il était fasciné par mon calme, ma profondeur. Un soir à Versailles, alors qu'Élise était sortie avec des amis, je lui ai tout montré sur mon ordinateur portable. Les documents, les rapports, les virements. Il a blêmi, a vacillé. Puis il a pleuré. Pas pour Antoine, mais pour ses enfants. Elle les a élevés sur du sang. A-t-il murmuré. Il a accepté de m'aider. En échange, je lui promettais le silence sur sa propre complicité passive, car il avait signé des papiers sans poser de questions. Nous avons élaboré le piège. Élise devait participer à une grande soirée caritative au Palais Garnier, où elle serait nommée femme de l'année pour ses actions philanthropiques financées avec l'argent sale. Marc avait les invitations. J'y serais. Discrètement. Le soir venu, j'ai mis la robe qu'Élise m'avait offerte, noire, élégante, funèbre. Dans la loge privée, juste avant son discours, Marc lui a tendu une enveloppe. Ouvre ça devant tout le monde. Chérie. C'est une surprise. Dedans, les preuves. Les photos de l'accident truqué. Les virements. Et une lettre de ma main, tu m'as fait porter ton crime. Ce soir, tu portes le tien. Elle a compris. A regardé la salle comble. Les caméras. Les journalistes. Elle a souri. Un sourire figé. Et puis elle a pris le micro. Élise est montée sur scène sous les applaudissements. J'étais dans l'ombre de la loge. Marc à mes côtés. La main crispée sur la balustrade. Elle a commencé son discours d'une voix tremblante mais claire. Mesdames et messieurs, ce soir je devais recevoir un honneur que je ne mérite pas. La salle s'est tue. Les flashs ont crépité. Elle a sorti l'enveloppe. A hésité. Puis, au lieu de lire ma lettre, elle a menti. Magnifiquement. Ma sœur, Camille, que vous connaissez peut-être pour des raisons tragiques, m'a envoyé ces documents. Elle prétend que je suis responsable de la mort de nos parents et du meurtre d'Antoine. Un murmure a parcouru la salle. Mais la vérité est plus sombre encore. Camille a toujours été instable. Depuis l'accident qui a tué papa et maman, accident qu'elle a causé en prenant le volant ivre ce soir-là, elle reporte sa culpabilité sur moi. Elle a tué Antoine dans un accès de jalousie, puis a fabriqué ses faux pour se venger de ma réussite. Mensonge absolu. Mais dit avec une telle conviction, des larmes parfaites, que la salle a basculé. Marc a pâli. Moi, j'ai senti le sol se dérober. Elle a poursuivi. J'ai gardé le silence par amour. Mais ce soir, je choisis la vérité. Camille a besoin d'aide psychiatrique. Pas de vengeance. Applaudissements émus. Certains pleuraient. Elle avait retourné la situation en direct. En quelques minutes, j'étais redevenu la folle dangereuse. Elle la victime courageuse. Marc a voulu intervenir. Mais elle avait déjà fait diffuser un dossier médical falsifié, extrait de mon suivi psychologique en prison, déformé pour suggérer une paranoïa délirante. La police m'attendait à la sortie du Garnier. Bracelet électronique coupé pour l'occasion. Menottes à nouveau. Retour à la case prison. Cette fois pour harcèlement aggravé et tentative d'extorsion. Élise avait gagné. Encore. Mais dans le fourgon, j'ai souri dans l'ombre. Parce que j'avais prévu cette possibilité. Sophie avait tout enregistré. En cache. Et Marc, écœuré par le culot de sa femme, avait déjà transmis les vraies preuves au procureur avec une lettre anonyme. Le twist final est arrivé 3 mois plus tard. Élise a été arrêtée un matin de printemps alors qu'elle déposait les enfants à l'école. Perquisition à Versailles. Saisie des ordinateurs. Découverte des vrais dossiers que j'avais copiés et cachés chez Sophie. Marc a témoigné contre elle. Les enfants ont été placés temporairement. Au procès, Élise a tenté la même stratégie, l'arme. Victimisation. Mais cette fois, les preuves étaient trop accablantes. Le policier corrompu a craqué sous la pression et tout avoué. Condamnation, perpétuité pour double assassinat prémédité et subornation. Quand on m'a libéré définitivement, le ciel de Paris était d'un bleu insolent. Je suis allé voir Élise d'une dernière fois à la prison de Rennes. Elle était vieillie. Les cheveux gris. Les yeux vides. Pourquoi tu n'as pas simplement dit la vérité dès le début? Ai-je demandé calmement. Elle m'a regardé longuement. Parce que tu étais toujours la plus forte. Je savais que tu survivrais. Et moi je voulais vivre. J'ai hoché la tête. Tu as vécu. Maintenant,
Tu survis. Je suis parti sans un au revoir. Dehors. Marc m'attendait avec les jumeaux. Il avait demandé le divorce. Nous avons adopté les enfants ensemble. Pas par amour, mais par devoir. Je n'ai jamais pardonné. Je n'ai jamais pleuré. Certains disent que j'aurais dû révéler la vérité dès le premier soir. Laisser Élise payer. D'autres disent que ma vengeance patiente était juste. Moi, je sais seulement que la justice, en France, est un miroir déformant. Et que parfois, pour que le monstre tombe, il faut devenir son ombre plus longtemps qu'on ne le croit possible. Paris continue de briller. Les lumières du Pont-Neuf dansent sur la Seine. Et moi, je marche enfin libre, portant encore des cicatrices invisibles. Mais plus aucune chaîne.